On accueille notre invité, c'est vous, Reed Brody. Bonjour à vous. Bonjour. Vous êtes procureur spécialisé dans les crimes de guerre, ancien avocat. Vous êtes avocat américain, ancien substitut du procureur de New York, ancien conseiller juridique à Human Rights Watch. Merci d'être sur le plateau de France 24. Avant de vous faire réagir à la situation à Gaza, une première question autour des assassinats ciblés menés par Israël. Alors on précise que Yahya Sinwar n'a pas été directement ciblé, sa mort est presque due au hasard. En revanche, il y a eu Hassan Nasrallah avant lui, Ismaël Haniyeh, Salah Harouri, éliminés par l'armée israélienne. Que dit le droit international en matière d'assassinat ciblé, Reed Brody? Alors, le droit international en matière d'assassinat, enfin, il n'y a pas de cas de figure d'assassinat ciblé. Le droit international, d'ailleurs, d'abord, c'est une violation. Là, je ne parle pas même de droit pénal, c'est une violation du territoire, dans le cas de Haniyeh, de la souveraineté d'Iran. Et c'est surtout ça qui est en jeu. Le droit international permet évidemment d'attaquer des combattants. Et on peut considérer probablement que Nasrallah était combattant. Et donc, le fait d'attaquer à une personne qui n'est pas civile, enfin, le droit de la guerre fait la distinction entre civil et militaire. Le plus important des conventions de Genève et les droits de la guerre, c'est de faire cette distinction entre des personnes et des objets civils et des personnes et des objets qui prennent part au combat. Et donc, dans la mesure où quelqu'un participe au combat ou est dans la direction militaire, cette personne peut être un cible légitime. Donc la justice le permet, d'un point de vue de la justice, c'est permis. Est-ce que ça ne risque pas de se banaliser à l'avenir ? Ben, évidemment, je ne parle pas en tant comme politique. Je ne dis pas que c'était une bonne chose ou une mauvaise chose. Non, bien sûr, c'est vos lumières de spécialistes du droit dont on a besoin absolument. Il est évident que des personnes comme Haniyeh en Iran, le leader de Hamas à Qatar, mais qui était en Iran, était clé dans les négociations. Mais est-ce que ça le rend justifié pénalement? Ça dépend. Ça dépend s'il peut être considéré comme une personne ayant pris part au combat. Ou les avoir ordonnés. Pour avoir ordonné des crimes, par exemple, on prête à Sinwar les attaques du 7 octobre. Et donc, il peut être considéré comme un objet militaire, une personne ayant pris part au combat. Alors, Yahya Sinwar, au même titre qu'Ismaël Haniyeh, était visé par une réquisition du procureur de la CPI pour l'émission d'un mandat d'arrêt, au même titre que Benyamin Netanyahou et son ministre de la Défense. Ismaël Haniyeh a été tué, Yahya Sinwar a été tué. Qu'en est-il maintenant en ce qui concerne Benyamin Netanyahou et son ministre de la Défense? Et ces mandats n'ont pas été émis à notre connaissance. Voilà, et ça c'est très important. Vous savez qu'en mai, quand le procureur a demandé ces mandats, c'était vraiment dans la justice internationale un moment historique parce que jamais un procureur d'un tribunal international n'avait demandé des mandats contre un allié de l'Occident. On avait toujours, et moi le premier, dit qu'il y avait un double standard dans la justice internationale. Que depuis la Deuxième Guerre mondiale, les instruments de la justice internationale n'étaient bons que contre des ennemis vaincus comme à Nuremberg ou à Tokyo, contre des impuissants comme les rebelles ou les dictateurs africains, ou comme des adversaires de l'Occident comme Vladimir Poutine ou Slobodan Milosevic. Alors, tout le monde, d'ailleurs, on ne pensait jamais voir le jour où un procureur de la Cour pénale internationale allait émettre un mandat contre un ami des États-Unis. Et oui, il lui a valu d'être menacé aussi. Et voilà, il faut aussi préciser que pendant 9 ans,
d'après les révélations du Guardian et de la revue israélienne 972, pendant 9 ans, les 3 procureurs de la Cour pénale surnationale ont subi des pressions, je dirais, mafieuses d'Israël. Qui disent, disons au procureur des messages que pour votre famille, ce serait mieux. En essayant de les pousser à renoncer. Est-ce que cette pression, elle est aussi exercée sur les 3 juges qui doivent émettre ces mandats d'arrêt? C'est la question. Donc, le procureur a demandé finalement en mai de cette année des mandats. C'est assez intéressant. Déjà, le fait qu'il ait annoncé publiquement. Et je pense qu'il a annoncé publiquement pour que les gens arrêtent de mettre la pression sur lui. Mais justement, maintenant, les pressions sont sur les 3 juges. Et on est en octobre. Ça fait déjà 5 mois. Normalement, évidemment, je ne suis pas dans l'intimité ni des juges, ni le mandat, enfin, la requête du mandat n'est pas publique, donc on ne sait pas ce qui est derrière, mais on peut imaginer qu'il n'ait pas pris cette décision à la légère et que il a de quoi. Donc, on peut imaginer d'abord qu'il y a probablement beaucoup de pression, et c'est un juge français, une juge béninoise et une juge romaine. En plus, il y a beaucoup de manœuvres dilatoires qui ont été intentées par des États, légitimement. Enfin, et alors, pardon, j'avance un peu parce qu'on va être pris par le temps. Et ça dit quoi alors du rapport de l'État d'Israël au droit international? Écoutez, ça dit qu'Israël est un cas à part. C'est-à-dire? C'est-à-dire que lorsqu'on touche à Israël, lorsqu'on touche à un allié aussi intime des États-Unis, il faut faire attention. Ça veut dire qu'il y a un effondrement du droit international, il s'applique à certains États, pas à d'autres? Écoutez, il y a mon ami Raji Sourani, le grand avocat gazaoui des droits humains, qui dit que Gaza risque d'être un cimetière du droit international. Ça dépend, on va voir les juges. Le problème, c'est des institutions ont répondu. Il n'y a pas seulement la Cour pénale internationale, aussi la Cour internationale de justice qui a déclaré que l'occupation d'Israël des territoires est illégale, qu'il faut mettre fin, que les colonies sont illégales, qu'il faut les mettre fin. Mais maintenant, c'est aux États d'appliquer ces décisions historiques. Est-ce qu'ils se rendent, est-ce qu'ils peuvent être considérés comme partie prenante à ce conflit, dans la mesure où on voit les images de Gaza, l'enclave est détruite, la population essaie documentée et privée d'eau, de nourriture, de médicaments, il y a des destructions méthodiques de certaines infrastructures, d'hôpitaux. Comment est-ce que vous qualifiez ce qui s'y passe? Et pourquoi est-ce que les États ne prennent pas de mesures pour arrêter ça? C'est la question la plus importante. C'est clair que ce sont des crimes de guerre, des crimes contre l'humanité. La Cour internationale de justice va décider s'il s'agit de génocide. Mais derrière, il y a les autres États qui le soutiennent. Donc, les États-Unis, par exemple, ces bombes-là qui tombent sur les hôpitaux à Gaza, c'est des bombes américaines. Si quelqu'un commet des crimes et vient chez vous pour alimenter des armements, vous êtes complice de ces crimes. Dans un sens pénal, dans un sens, soit votre État est complice, soit vos décideurs sont complices pénalement. Vous parlez de crimes de guerre, il y a eu un débat autour des mots employés. Crime de guerre, génocide, nettoyage ethnique. En un mot, comment vous qualifiez la situation dans l'enclave palestinienne et ce qui s'est passé le 7 octobre? D'un mot, s'il vous plaît. Des deux côtés, ce sont des crimes contre l'humanité. Merci beaucoup, Reed Brody, parce que nous sommes pris par le temps. Merci beaucoup d'être passé par le plateau de France 24. C'est moi. La guerre, justement,